À 18h15 sur Public Sénat. Bonjour, vous allez pouvoir suivre dans un instant l'audition de Marie-Christine Saragosse, la présidente de l'audiovisuel extérieur de la France. Elle était auditionnée ici au Sénat par la Commission de la Culture dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public. Nonce Paolini et Rémi Finlin, les patrons de TF1 et de France Télévisions, ont également été entendus par les sénateurs, ainsi qu'Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture. L'objectif de ce texte est de revenir sur le mode de désignation des patrons des radios et télévisions publiques, une mesure particulièrement controversée du quinquennat Nicolas Sarkozy. Alors désormais, les présidents de l'audiovisuel public seront nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Voilà, et ce texte sera examiné ici au Sénat début octobre. Madame la Présidente, nous sommes très heureux de vous accueillir et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes là, vous le savez, dans le cadre d'une audition préparatoire donc à nos travaux qui sont relatifs à la loi sur l'audiovisuel qui va venir en discussion à partir du 2 octobre prochain. Cette loi qui donc s'intitule l'indépendance de l'audiovisuel public. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité vous entendre, à la fois pour que vous nous fassiez part peut-être de votre lecture, de vos interrogations, de vos réflexions, et puis peut-être que nous fassiez un point sur la présidence de votre maison de France Média Monde. Voilà. Donc après votre intervention, David Assouline, qui est le rapporteur pour cette loi, vous interrogera. Et puis la parole après sera donnée à nos collègues sénatrices et sénateurs. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je pense qu'il ne m'appartient pas de commenter une loi qui touche même indirectement mon propre statut. C'est un petit peu difficile, mais en revanche, je peux peut-être dire un mot d'ailleurs de mes conditions de nomination, parce que ça faisait il y a tout juste un an, à quelques jours près, que je passais en commission des affaires culturelles ici même, après être passé à l'Assemblée nationale et être passé d'ailleurs devant le CSA. Alors, par rapport à la législation antérieure, j'ai bénéficié d'une étape supplémentaire qui allait dans le sens de la future loi, puisque le président de la République avait demandé au CSA de désigner un candidat qu'il allait à son tour désigner pour suivre le parcours de nomination des présidents. Alors, moi j'ai trouvé ça plutôt plus confortable d'être désigné par le CSA, et donc je pense que je peux quand même dire que ça va dans le bon sens. Ce que j'ai trouvé très important aussi, c'est de passer justement devant l'Assemblée nationale et le Sénat, devant les commissions des affaires culturelles, et d'ailleurs d'avoir un vote qui m'a touchée, puisqu'il était pas tout à fait unanime, mais presque, et qui montrait que, bien que ce soit un décret du président de la République qui me désigne, ma désignation était assez consensuelle. Et elle était donc fondée sur des critères professionnels. Ce qui est le cas aussi de mes collègues présidents des deux autres sociétés nationales de programme. Donc je trouve que dans le processus futur, c'est le CSA lui-même qui va bénéficier, au fond, les membres du CSA qui vont bénéficier de cette désignation par des commissions, ce qui est une chose importante. Et puis j'ai vu également que 2 mois, je crois, après la désignation, le futur PDG sera amené à remettre un premier document d'orientation sur sa stratégie aux commissions des assemblées, et qui pourra être auditionné sur cette base. Et je trouve que c'est important, que c'est une étape de la loi importante. C'est bien un document d'orientation, ça n'est pas encore un plan stratégique, et c'est important aussi parce que, en tout cas, pour ce qui me concerne, je trouve très important que le plan stratégique soit l'émanation pas seulement d'une personne, mais de l'ensemble de l'entreprise. Et j'ai essayé de bâtir un plan stratégique dans une démarche très participative,
et qui est en même temps une formation. Hein, quand on arrive dans une entreprise qu'on ne connaît pas, il faut avoir l'humilité de la découvrir. Et donc, après ma nomination, où j'ai pris mes fonctions le 8 octobre dernier, j'ai organisé des séminaires le samedi sur base de volontariat, où on a eu jusqu'à 400 participants selon les médias. On avait vraiment une très forte participation, une participation écrite. Et j'ai pu donc construire un plan stratégique qu'on a restitué aux salariés en janvier. Et c'est sur cette base que j'ai pu saisir l'État, nos tutelles, pour discuter notre futur com. Je trouve que c'était donc important que... C'est bon. Ça remarche. Oui, parce que quand même, je travaille dans les médias, je sens quand... quand le rouge est mis, je sais que ça veut dire que on m'entend. Donc voilà, donc je pense qu'à la fois c'est très important qu'il y ait un premier document d'orientation stratégique, mais ça doit être un document d'orientation et que on puisse laisser ensuite le temps au PDG de bâtir un plan partagé par les salariés. Donc ça, c'était un premier point que je voulais peut-être évoquer par rapport à la prochaine loi. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'indépendance, qui est le sujet de la loi, ne se résume pas, pour moi, aux modalités de désignation du PDG. Alors, j'ai un peu pris ça comme un sujet de philosophie. Qu'est-ce que l'indépendance? Monsieur Leleux va être... Alors, je me suis dit que... On va voir si on dit des choses qui se recoupent. Je me suis dit que c'était peut-être un équilibre entre liberté, responsabilité et confiance. Alors, liberté, dans des médias comme ceux que je dirige, c'est d'autant plus important que ce sont des médias d'information qui sont constitués autour de rédaction. Donc la liberté d'informer, c'est un pilier de ces médias. D'ailleurs, c'est peut-être un pilier de notre démocratie française. J'insiste sur français parce que nous sommes confrontés partout dans le monde à des endroits où la liberté d'informer n'existe pas. Et il m'arrive fréquemment d'avoir des journalistes blessés ou emprisonnés. Donc c'est important de revenir sur cette idée qui nous est peut-être naturelle, mais qui ne l'est pas partout dans le monde, et ça ne progresse pas nécessairement. Donc cette liberté d'informer et d'expression de nos médias, elle ne peut pas être l'émanation de la politique des gouvernements français. C'est d'ailleurs inscrit dans notre cahier des charges, et c'est très important pour notre crédibilité mondiale. Et en plus, d'ailleurs, ce serait bien difficile parce que il y a 66 nationalités qui se côtoient dans France Média Monde, 14 langues. Et donc, forcément, il n'y a pas qu'un seul point de vue qui s'exprime, et c'est la richesse de cet outil. C'est aussi peut-être d'ailleurs une signature française de permettre l'expression de tous les points de vue et de les laisser s'exprimer sur nos médias. C'est ce qui fait notre crédibilité dans le monde, et ça n'empêche pas un socle de valeurs communes qui doit faire l'objet d'une charte. Je pense que ça, c'est aussi un élément d'indépendance important, de se mettre tous ensemble d'accord sur un certain nombre de principes comme l'honnêteté dans l'exposé des faits ou le pluralisme, la liberté des consciences. Ça, c'est aussi une idée neuve, hors de nos frontières. La laïcité, les droits humains, l'égalité des hommes et des femmes, la promotion de la diversité, ce sont autant de valeurs auxquelles on peut adhérer sans être pour autant l'émanation d'un gouvernement. Et à côté de ça, il y a aussi toute une série de règles dans le traitement de l'information qui nous renvoie d'ailleurs au deuxième point. Pour moi, l'indépendance, c'est aussi la responsabilité. Et pour nos médias, encore plus. Enfin, pour tous les médias, c'est vrai. Mais quand on est à l'international et qu'on émet dans des endroits où on est en situation de crise, il faut aussi être responsable quand on prend la parole et qu'on a un outil médiatique puissant, puisqu'on peut infléchir le cours des choses et mettre en danger la vie de nos concitoyens. Donc la responsabilité, ça fait partie aussi de notre indépendance. Plus on est responsable, plus nos contenus sont irréprochables, crédibles, et plus on est indépendant. Mais la responsabilité, je mets aussi dans ce concept le fait de rendre compte. Parce qu'on est des médias publics, qu'on est financé sur des fonds publics, et qu'il est légitime donc de rendre compte. De rendre compte demain au CSA qui désignera
les PDG, mais aussi au conseil d'administration et à nos tutelles, et aussi au Parlement. Ça fait partie de la vie de nos médias, c'est parfaitement légitime. Après, je pense qu'il faut ajouter immédiatement le zeste de confiance qui fait que cette capacité à rendre compte ne se transforme pas en une espèce de surveillance continue et de justification continue. Il faut pouvoir aussi agir. Donc la confiance réciproque entre l'actionnaire je parle de l'actionnaire au sens le plus large, c'est-à-dire que j'inclus le Parlement et l'État dans son ensemble, dans toutes ses composantes comme actionnaire. L'actionnaire, à un moment, il doit nous faire confiance aussi. Donc il s'agit, à travers, par exemple, un contrat d'objectifs et moyens, de partager une stratégie, des objectifs, mais aussi de s'assurer de financement. Parce qu'il n'y a pas d'indépendance sans sécurité des financements qui nous permettent d'exercer nos missions et de réaliser nos objectifs. Et dans des médias d'information, c'est une donnée particulièrement importante, parce que si nous dépendons trop fortement d'un financement sur le marché, parrainage, publicité, je pense que l'indépendance se définit aussi par rapport aux puissances d'argent, pas seulement par rapport au pouvoir politique. Et que par exemple, on sait très bien qu'un journal en droit français ne peut pas être parrainé, c'est bien légitime. Mais ça va plus loin. Il peut être difficile d'avoir une émission médicale qui serait parrainée par un laboratoire pharmaceutique. Il y a une déontologie, même du choix des recettes publicitaires, qui pèse encore plus fortement quand on est un média d'information. C'est pourquoi les financements publics ont une importance encore plus grande quand on est un média d'information. Et ces financements publics, pour qu'ils soient le plus stable possible, ben c'est intéressant qu'ils soient fléchés. Et oui, ça tombe bien puisqu'on a une recette fléchée. Donc je sais qu'elle a changé de nom, mais je dirais redevance encore. C'est important d'avoir un financement de ce type qui est un gage d'indépendance, en réalité. Alors, dans ce cadre-là, l'audiovisuel extérieur n'a pas toujours été totalement inclus dans la réflexion, puisque une grande partie de nos financements viennent de subventions. Pour ma part, je pense que la question mérite d'être posée. Est-ce qu'un financement par redevance de l'audiovisuel extérieur n'est pas une nécessité? Et dès lors, la question de la réforme de la redevance se pose, puisque aujourd'hui, telle qu'elle est, elle ne permet probablement pas aux 3 opérateurs de l'audiovisuel public de vivre correctement et de remplir leur mission. Il se trouve que la redevance en France est une des plus basses d'Europe, en tout cas comparativement à la taille de notre service public. Je pense qu'elle est plus basse encore en Grèce, mais on sait ce qui peut arriver quand la redevance est très très basse pour des services publics. Donc je pense qu'il est donc important de réfléchir à cette ressource, et je sais que vous le faites d'ailleurs, et qu'il ne faut pas exclure donc l'audiovisuel extérieur de cette réflexion. Nous avons travaillé donc sur ce plan stratégique dont je parlais. Nous avons vraiment eu un travail extrêmement confiant et constructif avec l'État, avec les tutelles. Mais l'État est sous contrainte budgétaire forte, et donc si on est ambitieux sur le plan international, il faut aussi qu'il y ait des recettes en face. Notre dotation, y compris sur donc financement de redevances et public, représente, et même si j'inclus TV5 Monde, qui fait partie aussi de l'action de audiovisuel extérieur, ça représente quand même moins de 9% du budget total de l'audiovisuel public français. Donc, si ça reste à cette proportion, très bien, mais il faudrait que ça s'applique à un gâteau un petit peu plus grand dans ce cas-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur la notion d'indépendance. Si je reviens sur... il y a un point également dans l'indépendance qui est important, c'est probablement la stabilité. Il faut qu'on ait un certain temps pour ne pas se sentir de nouveau en situation d'être redésigné. Donc je pense que la durée des mandats ou la stabilité des stratégies, c'est un point important aussi. Donc, en tout cas, pour ce qui nous concerne, les relations avec l'État aujourd'hui sont très satisfaisantes. Le travail qu'on est encore en train de finir sur notre projet de contrat d'objectifs et de moyens a été une refondation, je pense, dans nos rapports avec l'État, avec les tutelles, avec le conseil d'administration. Par ailleurs, nos relations avec le Parlement
sont également assez intenses. On voit beaucoup de parlementaires et on a lancé d'ailleurs des invitations aux différentes commissions qui nous suivent, qu'il s'agisse des affaires étrangères ou de la culture, parce que, outre la réponse au questionnaire parlementaire qui est très utile et qu'on fait du mieux qu'on peut, parfois le contact direct avec les équipes in situ, en quelque sorte, je pense que ça contribue à éclairer les choses et à permettre aux parlementaires de remplir également leur contrôle au mieux. Donc on a lancé des invitations pour toutes les commissions concernées pour venir nous voir, pour ceux qui voudraient. Nos relations avec le CSA, elles sont excellentes aussi et nous avons souhaité les associer à notre stratégie. Donc comme j'ai pu informer mon conseil ou certains parlementaires de ce plan stratégique, je l'ai également fait pour le CSA qui nous a fait l'honneur dans son ensemble. Les 9 membres actuels sont venus visiter nos locaux et ont fait une réunion de travail à bâton rompu avec toute l'équipe de direction. Ça nous a d'ailleurs donné l'occasion d'aborder également avec le CSA la question de notre présence en France, qui a pu être abordée par certains intervenants que vous avez auditionnés. Alors, je conçois que quand on est dans le secteur privé, qu'on trouve ces financements sur le marché, on soit inquiet de toute modification de la structure de financement et donc du marché publicitaire. En l'occurrence, moi, quand je plaide la présence de nos médias en France, je m'inscris vraiment dans une mission de service public et même dans une mission sociétale, de construction de notre société. Pour voyager beaucoup, je sais qu'un service public fort, c'est un gage d'abord d'un certain niveau pour l'ensemble du paysage audiovisuel national, que quelque part le service public donne le là, qu'il s'adresse à des citoyens et pas seulement à des téléspectateurs ou des auditeurs, et que ça peut avoir une importance quand, comme nous, comme nos médias, nous abordons des sujets qui ne sont pas traités au niveau national. Je pense à France 24, qui est la seule chaîne de service public d'information continue avec un positionnement éditorial mondial, ce qui, à l'heure de la mondialisation, peut aussi intéresser nos concitoyens. C'est un positionnement très différent des autres chaînes d'information. Et par ailleurs, d'ailleurs, France 24 ne pense pas se financer sur le marché français. En revanche, il est parfois délicat de ne pas être, par exemple, sur la TNT en France et de prétendre y être dans des pays amis, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ailleurs, qui connaissent parfaitement le paysage audiovisuel national français et s'étonnent que nul ne soit prophète en son pays, mais souhaite l'être dans le leur. Donc, je crois que France 24 pourrait avoir au moins une fenêtre, au moins une présence régionale, et c'est une discussion que nous avons eue de façon constructive avec l'État. Donc, je laisse à l'État le soin de dire ce qu'il en a conclu. Par ailleurs, s'agissant de radio, Radio France Internationale est également une radio remarquable. C'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec Jean-Luc Hess dans une très grande confraternité. Il est, enfin, je ne veux pas donc parler à sa place, mais en tout cas, il trouvait en effet qu'il y avait certains aspects d'une mission de service public de la radio nationale qui ne pouvaient pas nécessairement être remplis par les médias seulement nationaux. RFI a une connaissance de l'international, de l'Afrique, Afrique dont nous avons sur notre territoire des ressortissants, qu'ils soient français d'origine africaine ou africains. Et quand on voit le travail que fait RFI et la connaissance d'ailleurs des Africains des enjeux internationaux, quand on les entend appeler notre antenne le matin sur appel sur l'actualité, je pense que RFI fait vraiment œuvre de service public et que dans certains endroits, ce serait bien utile de l'avoir, d'autant que ça crée une distorsion entre l'Île-de-France, où la radio est présente, et la province, dans notre pays centralisé. Moi, je suis une provinciale, quand je rentre chez moi, je n'entends pas RFI. Alors bien sûr, j'ai mon iPhone, mais tout le monde n'est pas en état d'écouter encore la radio sur les nouveaux médias.